Ce ne sont même pas les mouvements de 68 en Europe de l'Est, hein, qui se traduisent par des morts, par des interventions musclées. C'est un moment de délire, c'est tout. On n'est pas là pour parler de mai 68 parce que justement, ça n'a pas été ressenti comme quelque chose de violent. Donc mes exemples, il y en a 3, ils se situent tous dans la période 1961-1962. Alors là, quand on en vient, on va commencer par le 17 octobre 1961. Je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent. Bon, quel est le contexte? On est en pleine négociation du cessez-le-feu entre le FLN et le gouvernement de la République, contre l'avis d'une partie de l'opinion, notamment en Afrique du Nord, la minorité qu'on a appelée celle des pieds noirs, et une partie des militaires entrés en dissidence au moment du putsch des généraux, qui sont carrément passés eux dans la clandestinité. Bien. Dans le même temps, donc la dissidence de l'OAS, dans le même temps, il y a une lutte de pouvoir au sein du FLN entre les modérés, Ferhat Abbas, et les durs. Et pour tout complexifier, il y a l'indiscipline de la Wilaya 7, c'est-à-dire celle qui couvrait Paris et la France, qui n'était pas la mairie, et dont les chefs obéissaient difficilement aux membres du GPRA. Et puis pour compléter le tout, vous avez l'effet Papon, le tristement célèbre préfet Papon, et l'exaspération de la police parisienne qui a perdu 47 de ses membres dans des attentats du FLN dans les 2 années précédentes, et à chaque fois, ça veut dire un enterrement dans la cour de la préfecture de police, avec tout le cérémonial, avec les gens qui sont là pour assister. Ils enterrent des camarades et la pression monte à chaque enterrement. Voilà. Maintenant, venons-en après le contexte, à la volonté et aux moyens en présence. Du côté du FLN, c'est Mohamed Zouaoui. La politique Papon, en imposant un couvre-feu à la minorité algérienne présente dans la région parisienne, a cassé la Wilaya 7, parce qu'on ne peut plus faire les réunions nocturnes pour collecter des fonds, pour faire de la propagande, etc. Et ils ont une vraie perte d'influence à ce moment-là. Donc, l'idée de Mohamed Zouaoui, c'est de casser le couvre-feu et faire tomber Papon. Voilà son idée. Comment? Ben, c'est facile. Si la police laisse faire, Papon est désavoué par ses troupes. Si la police réagit, on met en place l'accusation de racisme, puisqu'elle ne tapera que sur des Français musulmans, comme on le dit, selon le terme de l'époque. Bon. Et il décrète donc une manifestation obligatoire. L'ordre qui est donné, c'est ceux qui resteront dans leur chambre seront tués. Avec ça, il a 40 000 manifestants qui convergent sur Paris. De l'autre côté, Papon, qui est très content d'avoir pratiquement réussi à étouffer la Wilaya 7, a dans le même temps perdu ses sources de renseignement, puisque c'était des gens infiltrés et qu'ils ne peuvent plus obtenir de renseignements, puisqu'ils ne peuvent plus se réunir. Et donc, il est très mal renseigné. Il est tellement mal renseigné que le 17, la grande journée, le 17 octobre, il y en a eu un peu le 18, il a déployé, on sait à la dernière minute qu'il va y avoir une manifestation, on a déployé 1658 hommes, alors 716 policiers, 280 CRS et 660 gendarmes mobiles. Ça veut dire qu'on a mis à peine autant d'hommes que pour les manifestations du mono traditionnel, du bac, les 2 mois précédents. C'est dire à quel point il a sous-évalué la menace. Enfin, que se passe-t-il? Eh bien, c'est très simple. La police n'est pas suffisamment nombreuse pour canaliser les manifestants. Les manifestants qui avançaient pacifiquement parce qu'ils en avaient reçu l'ordre, à un moment, on ne saura jamais si c'était une provocation de la part d'éléments de l'OAS, si c'était certains durs du MLA qui étaient en conflit avec le FLN, ça tire, et à ce moment-là, eh ben, le bilan est là, 48 morts,
11 000 internés en 8 heures, et une dynamique qui est une dynamique d'échec total. Heureusement, ou malheureusement pour ceux qui sont tués, le GPRA choisit de faire semblant d'ignorer pour ne pas compromettre la poursuite des négociations. Et donc, en fait, ça fait 48 morts pour rien, plus 11 le lendemain quand même, mais le lendemain, il y a 3000 policiers pour 2 tiers de moins de manifestants, puisque 11 000 sont déjà internés. Donc ça, c'est un exemple où, d'un côté, ni l'un ni l'autre n'atteignent leur objectif, finalement. D'un côté, parce que on a négligé le phénomène renseignement, et de l'autre côté, parce que on a sous-estimé la capacité, malgré tout, du gouvernement à contrôler ses forces. Même s'il y a eu des dérapages, ce ne sont pas des dérapages qui aboutissent à quelque chose de dramatique, puisque Roger Frey, le ministre de l'Intérieur de l'époque, devant la Chambre des députés, qui lui reproche ses morts, notamment la gauche, dit, écoutez, si on avait voulu des morts, on aurait envoyé un régiment parachutiste, il y aurait eu 500 morts en 2 heures et tout était terminé. Je cite, vous pourrez les trouver dans les annales de l'Assemblée. Oui. Et vous verrez que ce n'est pas innocent ce chiffre de 100 morts. Bon, j'en viens maintenant au deuxième exemple, ce sera plus rapide, mais tout aussi nécessaire à mon avis. Ma flèche s'est envolée, voilà. C'est le 8 février 1962, à Paris. Le contexte, c'est à peu près celui que je vous ai décrit tout à l'heure, avec en plus une vague d'attentats de l'OAS. Vous savez, c'est la politique, d'une part la terre brûlée, d'autre part la valise ou le cercueil, et tout ceci, donc, se traduit par un climat d'insécurité qui est davantage dû, finalement, à l'OAS que au FLN, qui, lui, on est dans la finalisation du cessez-le-feu, il interviendra, les accords seront signés le 18 mars, donc de ce côté-là, ça ne bouge pas. Alors, quand on regarde le contexte, donc c'est un peu différent, et quand il s'agit de la volonté et des moyens, eh bien c'est simple, le pouvoir, là c'est De Gaulle, est obligé à ce moment-là de donner des gages à la droite, pas à la droite extrême qui a basculé dans le terrorisme, mais à la droite classique et à l'OTAN. Et à l'OTAN, c'est-à-dire qu'il doit affirmer la capacité de la France à rester un des piliers du monde libre face à la menace communiste, face à la menace soviétique, pardon, qui existe toujours. Et dans ce cadre, il va même conserver Debré comme Premier ministre, pour donner un gage aux Américains, alors que Debré est objectivement pour l'Algérie française. Et qu'il va débarquer le ministre, le garde des Sceaux, jugé trop mou dans la répression, ou dans l'action, selon le point de vue sur lequel on se place. Et puis, la dernière équation, c'est que Debré, lui, maintient Papon, qui est déjà extrêmement controversé. Et Papon va mettre son équation personnelle dans le dossier. C'est là où on s'aperçoit que la volonté, oui, mais les moyens, les hommes ne sont pas toujours ce qu'on attend d'eux qu'ils soient. On attendrait d'un préfet de police qu'il ne fasse pas exactement ce que Papon a fait. Que se passe-t-il? Eh bien, d'abord, Papon met en place un vrai dispositif, à peu près 2300 hommes, dont je vous passe le dessin, et de l'autre côté, le Parti communiste et la CGT appellent à manifester pour protester contre un attentat qui vient, dirigé contre André Malraux, et qui vient de défigurer une fillette de 4 ans. Il y a une forte émotion, et le PCF cherche à l'exploiter. Le problème, c'est qu'il planifie une manifestation pacifique, mais que nous sommes toujours dans le cadre de l'état d'urgence qui avait été proclamé au moment du putsch des généraux. Donc, ces manifestations sont interdites. Et lorsque les dirigeants du Parti communiste et de la CGT rencontrent Papon, Papon casse tout. L'usage, je ne vais pas trahir un grand secret, c'est que officiellement, le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur dit non, la manifestation interdite, vous ne touchez à rien. C'est enregistré, et derrière leur
collaborateurs des deux côtés discutent en disant « Bon, vous n'allez pas plus loin que telle rue, vous pouvez aller jusque-là, vous faites ci, vous faites ça, ça se passera bien. » Là, Papon les reçoit debout et leur dit « C'est interdit, le décret de s'applique toujours, au revoir. » Et il n'y a pas de réunion derrière de, j'allais dire, de coordination finalement, du moins de concertation. Et du coup, la manifestation part de 3 endroits, mais comme on a mis en place des filtres, le célèbre service d'ordre de la CGT qui encadrait systématiquement toutes les manifestations de voie pacifique ne peut pas se déployer, et des groupes, alors là c'est une première, des groupes probablement d'extrême gauche s'infiltrent dans la manifestation et vont à l'affrontement avec les forces de police. À ce moment-là, il se passe deux choses qui sont intéressantes quand on se place sous l'angle du maintien de l'ordre. Je vous ai dit, citoyens égarés, on ne cherche pas à tuer. Le cas que j'évoquais avant, citoyens, oui, mais pas à part entière quand il s'agissait du FLN, et au contraire, force hostile. Là, on est vraiment dans un cadre de Français manifestants. Donc, normalement, en dépit de ce débordement incité par l'extrême gauche, ça devrait bien se passer. Mais Papon dit disperser. Et alors que les manifestants commencent à se disperser pacifiquement, il y a une division de la police de Paris, la 31e, avec un commissaire zélé, qui charge. Ils chargent. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux, donc ça risque de mal passer pour eux. Et du coup, ça entraîne tout le reste. La 61e division, qui est un peu plus loin, qui elle est en effectif, charge à son tour. Et il se passe quelque chose qui ne devrait jamais se passer en maintien de l'ordre. On prend les manifestants en tenaille, alors que la règle du maintien de l'ordre, c'est toujours laisser une porte de sortie aux manifestants, de manière à ce que les manifestants pacifiques disent « Bon, ça suffit, je m'en vais, c'est pas ma manifestation, celle-là », et après on reste en présence des forces de police et les gens décident à en découdre. Là, le phénomène ne se produit pas, et du coup, ça s'appelle le métro Charonne, c'est-à-dire que les gens pressés vont tomber, se piétiner, etc. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une grande erreur historique à ce propos, je vais le dire pour les chercheurs qui sont là. Tout le monde parle des grilles du métro Charonne, et vous voyez, même dans Hérodote, que je révère récemment, un article qui vous dit « mais les grilles du métro étaient fermées ». C'est complètement faux. C'est totalement faux. D'ailleurs, parce qu'on a des manifestants qui sont poursuivis jusque sur les quais par la police. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les grilles, c'est pas ça du tout. Les grilles, ce sont les grilles qu'il y avait autour des arbres, qui sont arrachées, non pas par les manifestants, mais par la 31e division, qui à un moment a eu très peur, avant qu'on vienne la sortir du guêpier dans lequel ils étaient fichus, et les gens sont tellement surexcités qu'ils arrachent les grilles et qu'ils les jettent sur les manifestants qui s'engouffrent dans le métro. Alors, ce ne sont pas des grilles fermées, ce sont des grilles lancées qui ont contribué aux 8 morts de cette affaire. Voilà. Et puis pour conclure, la dernière chose, alors là je vous renvoie à Alger, le 26 mars 1962, rue d'Isly. Rue d'Isly, alors quel est le contexte? Les accords d'Évian ont été signés le 18 mars 1962. Les attentats de l'EAS s'amplifient et le désespoir de la population pied noir est manifeste, ils sont prêts à des tas de choses extrêmes. De l'autre côté, là c'est De Gaulle, il y a la volonté d'en finir au plus vite. L'ordre est donné de briser la résistance, et donc du coup, que fait-on? On n'appelle pas les forces de première ou de deuxième catégorie, surtout qu'en Algérie, les forces de première catégorie n'étaient pas d'une fiabilité absolue. On fait appel directement à l'armée. Le 4e régiment de tirailleurs est désigné pour barrer la route avec ordre de tirer. Il tire, que se passe-t-il? En un quart d'heure, 62 civils sont tués. Alors si vous multipliez, vous vous souvenez de la phrase la formule de Roger Frey, si vous multipliez par 8, ça vous fait 496 morts en 2 heures. Le quorum des 500 morts en 2 heures annoncé par Roger Frey, il est là. Ça vous donne ce que représente l'engagement de l'armée dans une opération de maintien de l'ordre. Ça ne peut pas se passer autrement, parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour faire autrement. Celui qui l'engage doit savoir qu'il va casser du bois.
va casser du cou. Après, il l'assume ou il ne l'assume pas, c'est un autre dossier. Voilà. Alors, en conclusion, bon, pour le rapporter au contexte actuel, je ne peux pas trop en dire parce qu'on est encore dans la phase de gestion de la crise, mais une chose est certaine, il y a systématiquement maintenant une volonté de certains groupes qui se rejoignent aux extrêmes d'aller à l'affrontement systématique. Il y a même une volonté de tuer des membres des forces de l'ordre. Dans le même temps, bon, on a apparemment une opinion qui est fluctuante. Et les sondages n'aident pas beaucoup à la comprendre réellement. Parce que si vous demandez aux gars, les gilets jaunes veulent supprimer toutes les taxes, qu'en pensez-vous? Vous aurez 70% de gens qui vont vous dire oh, oui, 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 c'est très bien. En revanche, si vous leur dites voulez-vous par exemple que nous quittions l'Europe ou que etc., là vous voyez que le taux de soutien. Donc on est face à un mouvement protéiforme dont les responsables plus ou moins affichés sont parfois contradictoires dans leurs revendications, mais avec une certitude, aux deux extrémités de l'hémicycle, il y a des gens qui vont exploiter systématiquement la situation dans le but, là, de détruire la société actuelle. Dans le but de détruire la société actuelle. Et donc, la question est de savoir à quel niveau de résilience la population se situe. On a vu que par rapport aux attentats, ça s'était à peu près bien passé, mais il ne faut pas y regarder de trop près, mais ça c'est un autre sujet. En revanche, là, il y a une absence de consensus, il n'y a même pas un consensus mou, et donc tout peut advenir, et tout reposera finalement sur la capacité des pouvoirs publics à être suffisamment renseignés et à agir avec suffisamment de discernement et suffisamment de force. Voilà où l'on est. Quelqu'un veut reprendre le... Merci beaucoup, Général, pour cette, cette visite de l'intérieur, hein, de la gestion de l'État, parce que là, vous nous amenez depuis 1960 jusqu'à 68. Je ne suis pas allé en 60 par plaisir, c'est parce que avant la période actuelle, c'est là où on a eu un contexte de telle violence. Mais là, on a vraiment une idée sur comment l'État gère ces manifestations avec quelques détails cruciaux d'ailleurs. Mais avant de passer la parole à Gilbert Sinoué, parce qu'on on va changer de registre, mais j'ai une question très technique qui pourrait intéresser le Dr Abdelrahi aussi. On a entendu un des leaders des Gilets jaunes il y a quelques jours prétendre ou dire que des paramilitaires sont maintenant en attente et ils sont prêts à aller pour donc renverser le pouvoir. Je parle de Mélenchon, particulièrement. Est-ce que cela, où peut-on situer le renseignement français, parce que j'ai compris que ce que vous venez de dire, que tout dépend aussi des renseignements. Oh oui. Où se situe donc le renseignement français par rapport à des prétentions ou à des informations de ce genre? Et après, je bois un coup parce qu'il fait chaud ici. Il ne marche pas? Non, non, après, je bois un coup parce qu'il fait chaud ici. Tu ne marches pas? Oui, si, ça marche. Bon, alors allons-y. Oui, alors effectivement. Bon, d'abord, il faut faire la part de l'intoxication et parfois même pas de l'intoxication, mais des délires, parce qu'on a certains des leaders autoproclamés qui sont